Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Pour ce dossier consacré au monde du yoga, j'accueille tout de suite notre deuxième invitée du jour. Bonjour Élodie Garamond. Bonjour, merci. Vous êtes créatrice du Tigre Yoga Club, présidente de l'UPI, Union des professionnels du yoga, et l'auteur du livre Yoga, un art de vivre. C'est vous qui l'avez, Julia, paru chez Flammarion. Alors, on va reprendre les bases. Déjà, le yoga d'un point de vue général, qu'est-ce que c'est et d'où ça nous vient? Alors, le yoga vient d'Inde. Et à 4000 ans, alors il y a plusieurs sources, donc ça va entre 2500 et 5000 ans. Donc on évalue à peu près à 4000 ans, et c'était une pratique philosophique au départ, d'ascète, pour atteindre un état méditatif. Et le yoga n'était pas postural au début. Et dans tous les textes fondateurs du yoga, qu'on appelle les textes védiques notamment, les postures arrivent très très tard finalement au cours de l'histoire. Et au départ, on est simplement dans une pratique spirituelle qui n'était pas forcément religieuse, qui était vraiment une atteinte d'une connexion intérieure à soi. C'est pour ça que, en fait, vous ne dites pas que c'est un sport, mais pour vous, c'est plus que ça, c'est un mode de vie. C'est quoi? C'est un art de vivre, une philosophie? Quel est le mot correct? Alors, moi, je l'appelle l'art de vivre, mais c'est un peu tout ça à la fois. C'est une philosophie, c'est une façon de prendre soin de soi, et c'est devenu véritablement un mode de vie. En effet, c'est pas un sport, ni pour moi, ni pour personne, puisque ce n'est pas reconnu aujourd'hui en tant que sport en France, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de compétition de yoga. Mais on se muscle quand même quand on fait du yoga. Bien sûr, et on transpire, contrairement à ce que certains peuvent penser. Même si en ce moment, il y a un mouvement en Inde qui est en train de créer ce qu'ils appellent le yogasana, qui serait une pratique sportive qui se destinerait peut-être aux Jeux Olympiques. Mais en France, ça n'existe pas. Il n'y a pas de yogasana. Et en France, on a le yoga qui n'est pas reconnu en tant que sport et qui ne dépend pas du ministère des Sports. Bon, reconnu comme un sport ou pas, en tout cas, il y a un engouement depuis quelques années autour de cette discipline. Depuis quand ça a commencé justement, cette folie autour du yoga, et comment on explique selon vous ce phénomène de société, puisque c'est de ça qu'on parle, hein? Ah oui, c'est vraiment de ça qu'on parle, je suis d'accord. Il y a eu évidemment toutes les années 60 et cette époque New Age où le yoga est arrivé d'Inde, et à l'époque, les Indiens ont vu cette arrivée du yoga en Occident avec un peu de surprise et ont décidé de ramener le yoga sur le devant de la scène en Inde, ce qui n'était plus le cas à l'époque, et c'était un peu une réappropriation de leur capital culturel. Puis, ça a beaucoup émergé dans les années 90-2000 en Europe, et depuis les 5 dernières années, on a une explosion, puisqu'il y avait 2,5 millions de pratiquants de yoga en France en 2017, et il y en a aujourd'hui 9,7 millions. C'est dingue. Et le confinement est passé par là, je crois. Le confinement est passé par là, et ça n'aura échappé à personne qui avait une offre pléthorique, gratuite, payante sur les réseaux sociaux, on avait partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que la demande a été multipliée par 4, mais l'offre a été multipliée par 10. Ah oui, c'est fou. Et il y en a partout aujourd'hui, que ce soit dans les salles de sport, en entreprise, dans les hôpitaux, dans les écoles. Beaucoup de reconversions aussi. Moi, j'ai plein de copines qui deviennent ou qui veulent devenir prof de yoga. Oui, je vous confirme. Le yoga, c'était une reconversion, vous-même. Oui, absolument. Vous faisiez un autre métier avant. À qui le yoga est-il destiné? Est-ce qu'il y a des profils de personnes pour qui c'est particulièrement conseillé? Est-ce que pour les propriétaires de chiens et de chats, par exemple, c'est quelque chose? Je suis propriétaire de chiens qui a appris beaucoup de choses grâce à Hélène, et je te remercie, Hélène. C'est très conseillé. Non, il n'y a pas de morphotype du yoga, contrairement à l'image que les réseaux sociaux peuvent véhiculer, et on n'a pas besoin de savoir faire le grand écart et de manger des graines avec un turban pour faire du yoga. C'est pour tout le monde, c'est pour les petits et les grands. Nous, on a beaucoup de personnes âgées qui pratiquent le yoga, et c'est très recommandé. C'est aujourd'hui un fabuleux booster de défense immunitaire. C'est très bon pour le moral, c'est très bon pour tous les systèmes nerveux, les systèmes hormonaux. Donc, chaque personne peut trouver des bienfaits dans la pratique du yoga. Et il faut un peu casser ces codes, comme quoi le yoga correspondrait à un morphotype particulier. Il y a combien de types de yoga? Parce que franchement, on a l'impression qu'il en sort un nouveau chaque semaine. Vous en avez recensé combien, on va dire, à peu près à la louche? Non, on va dire qu'il y a plusieurs grandes lignées du yoga. Il y a 3 principales lignées du yoga, et de ces principales lignées, il y a une douzaine de pratiques entre guillemets officielles, qui ont des dogmes référencés, qui sont le Hatha Yoga, le Vinyasa, l'Ashtanga, l'Iyengar. Et effectivement, après, il y a beaucoup de déclinaisons. Il y a beaucoup d'auto-branding de certains enseignants aussi, qui vont créer leur yoga. Même qui dans les salles de sport. Plus ni moins qu'une déclinaison basique de Hatha Yoga ou de Vinyasa. Mais il y a un peu ce self-branding qui plaît à beaucoup de gens. Mais on va dire que, reconnu officiellement, on a une grosse douzaine de disciplines de yoga qui ont des lignes très marquées, à la fois dans les postures et dans
les valeurs qu'il représente. Alors justement, un auditeur qui n'aurait jamais fait de yoga et qui nous écoute actuellement, vers quel yoga il se dirige pour débuter, par exemple? Pour débuter, on recommande le Hatha Yoga. C'est vraiment la source, la base et la racine de tous les yogas qui vont donner les fondamentaux qui vont servir après dans n'importe quelle pratique, à savoir l'enracinement, la stabilité, le regard, la respiration. Il faut quand même comprendre qu'on est sur une discipline méthodique. C'est pas juste de rentrer dans un flot de mouvements en chantant des mantras. Et il faut casser un peu ces codes-là. C'est une discipline qui est exigeante. Et pour apprendre cette exigence, le Hatha Yoga est vraiment le plus recommandé parce qu'il va doucement, on décompose les postures, on prend le temps de les comprendre et on prend le temps de comprendre aussi qu'il faut écouter le corps dans la pratique du yoga. Sinon, on est simplement dans une gymnastique yogique. Et pour tirer les bienfaits du yoga, il faut prendre le temps de ressentir ce qui se passe et d'être ce fameux en conscience. Très bien. Élodie Garamond, vous ne bougez pas, on va rester encore un peu ensemble. Vous allez partager avec nous vos connaissances en matière de yoga, parce que c'est vrai que c'est tellement à la mode le yoga sous toutes ses formes qu'on s'y perd un peu franchement. Alors comment choisir le bon yoga justement pour que cette discipline nous aide à trouver ou à retrouver la sérénité et l'harmonie? On vous donne la bonne marche à suivre dans quelques toutes petites minutes sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Alors aujourd'hui, on est en plein dans le bien-être, presque même dans le zen avec notre invité. C'est vous, Élodie Garamond. Je rappelle que vous êtes créatrice du Tigre Yoga Club et l'auteur du livre Yoga, un art de vivre, paru chez Flammarion. Alors pourquoi devrait-on se mettre au yoga si on ne l'a pas déjà fait? Je sais pas, pour gagner en souplesse par exemple. Est-ce que ça pourrait être un bon objectif? Alors ça peut être un bon résultat, donc un bon objectif. Et c'est quoi la raison majeure sinon pour laquelle on devrait peut-être tester en tout cas, et puis après on verra. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être un passager clandestin de votre corps? Non, pas trop. D'être un peu en 3 morceaux et de se dire, voilà, je me sens complètement déconnectée, j'ai l'impression d'être un peu en 1000 morceaux. Je suis sûre que ça arrive à plein de gens en ce moment, hein, ça c'est certain. Voilà, alors ça c'est une très bonne raison de se mettre au yoga, c'est de rassembler les morceaux tous ensemble. C'est d'arrêter d'être un passager clandestin, c'est de sentir qu'on vit dans son corps. Une unité, quoi, de se rassembler un petit peu. Et c'est vraiment la racine du yoga, hein. C'est l'union, le rassemblement, c'est mettre sous le joug, c'est atteler. Vous qui êtes une experte, ça a été ça la motivation au départ de vous lancer dans le yoga? Non, pas du tout. Moi, j'ai commencé quand j'étais à Dauphine. J'avais 18 ans, donc il y a 3 mois. Oui, bien sûr. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi j'avais pris le yoga en option. Ça reste très mystérieux. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Kundalini dans une salle, dans le parking de la fac, avec un prof qui était habillé en taquini. Et voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de yoga en France. Et la respiration, c'est bien aussi? Ça peut être un bon, peut-être pas objectif, mais en tout cas un bon résultat de travailler sa respiration? Oui, alors la respiration, ça fait vraiment une partie intégrante du yoga, comme la méditation d'ailleurs. Les gens les séparent, mais ce sont les mêmes disciplines. Et en fait, quand on parle de yoga, il faut savoir que dans la tradition, il y a 8 corps ou 8 limbes du yoga. Dans celle-ci, il y a ce qu'on appelle les yamas et les niyamas, qui sont des règles de vie, des règles d'hygiène, qui seront un peu les tables de la loi des yogis, on va dire. Ensuite viennent la respiration, la concentration, la méditation et les postures. Les postures arrivent après. Mais donc la respiration fait partie intégrante du yoga. Et quand on fait du yoga, on apprend à respirer. Mais je sais après, respirer, moi, quand même. Non, naturellement, j'ai l'impression quand même. Alors, je me demande toujours, ces gens qui nous disent vous allez apprendre à respirer. Mais est-ce que vous respirez en conscience? Non, je respire sans même me rendre compte. Et donc, on respire trop court. On a des inspires et des expires trop courtes. Et donc, vous n'oxygénez pas suffisamment vos cellules, votre cerveau, etc. Le sang ne circule pas assez vite. Donc, quand on respire en conscience, instinctivement, on va prendre des inspires et des expires plus longues. Et donc, c'est physiologique. L'influx de sang, d'oxygène va être plus important. Et donc, on a plus d'énergie, de ce qu'on appelle le prana, cette énergie vitale qui est portée par la respiration, dans le corps. Donc on régénère en fait, on se donne de l'énergie en respirant. Et ça va nous servir dans la vie, je veux dire, c'est pas juste pendant la séance de yoga. Si ce que je vais apprendre en séance de yoga, à respirer, mais bien sûr, ça vous sert tout le temps, ça vous sert quand vous avez un coup de stress, ça vous sert avant de démarrer votre émission, et si vous sentez que vous avez la voix un peu rocailleuse ou que vous êtes un peu tendu, vous prenez quelques moments de respiration. Et alors la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui le font naturellement, ils se disent je vais respirer, et qui ont compris, parce que merci les médias et merci les neurosciences, qui ont compris que la respiration est un allié majeur du anti-stress,
anti-stress, anti-burn-out, anti-insomnie, anti-tout presque. Et sur le système immunitaire, vous parliez tout à l'heure du yoga qui peut booster l'immunité, Mais oui. C'est prouvé ça ? Alors c'est prouvé absolument parce qu'on a un influx de globules blancs qui régénère justement aussi tout l'organisme, et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup combattu quand les salles de sport ont été fermées le 25 septembre 2020 alors que tout le monde restait ouvert en disant les Français n'ont jamais eu autant besoin de booster leur système immunitaire et vous fermez les salles de sport alors qu'on est des alliés de la prévention santé mentale et physique. Pourquoi vous nous tirez dessus sur nous ? Ce qui était surréaliste. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, c'est que le yoga et effectivement la respiration vont booster le système immunitaire. Est-ce que pour démarrer le yoga, alors Julia a déjà testé, mais moi je fais partie des gens qui n'ont jamais essayé Julia, tu es une grande yogine. Moi, exactement, ça se voit pas. Est-ce qu'il faut nécessairement se rendre dans un studio de yoga ou est-ce qu'on peut commencer tout seul justement avec tout ce qu'il y a sur Internet ? Mais moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop de l'offre, c'est que tout n'est pas bon. Donc qu'est-ce que vous conseillez au départ en tout cas ? Oui et non. Ouais. Oui et non, parce que bien sûr il y a une offre incroyable sur les réseaux sociaux et en ligne, c'est pas moi qui vais dire le contraire, j'ai une plateforme que j'adore. Mais si vous voulez vraiment comprendre les fondamentaux du yoga et justement ce qu'on disait ensemble, ne pas être que dans la gymnastique yogique, il faut quand même comprendre quels sont ces fondamentaux. Donc il faut prendre le temps de prendre un cours, d'écouter, de poser des questions, de se rendre compte qu'on se trompe et surtout ne pas mentaliser. C'est-à-dire que quand vous allez voir les programmes de cours dans n'importe quelle salle de sport, salle de yoga, n'importe où, vous allez vous dire instinctivement, vous créez des barrières, vous dites non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi, c'est pas pour moi. Et donc là, c'est le mental qui décide. Et en yoga, on va vous inviter à ce que ce soit le corps qui décide. Donc essayez, testez. Vous savez, il y a tellement de gens qui me disent j'ai essayé le yoga, j'ai pas aimé. Ils ont essayé un cours, mais c'est aussi absurde que de dire j'ai testé la danse et j'ai pas aimé. Il y a autant de yoga différents que de danse différentes. J'ai essayé quand j'étais enceinte et j'ai pas aimé. Vous avez aimé ? Moi j'ai essayé. Mélanie, vous êtes mon meilleur exemple. Moi j'ai essayé enceinte et j'ai adoré. Mais c'est lié aussi au professeur aussi. On peut se le dire, non ? Mais oui. Il y a le professeur. Mais c'est une rencontre. C'est une rencontre avec soi. C'est une rencontre avec un prof et c'est une rencontre avec une discipline. Il y a tellement de différences entre l'Iyengar yoga par exemple et le Kundalini, qui sont des pratiques radicalement opposées, qu'on peut pas aimer l'un et l'autre. On peut pas. Voilà. Donc il faut autoriser le corps à dire ce qui lui plaît. Et moi je me suis dit que c'est parce que j'étais trop speed et que c'était pas pour moi, c'était un peu moumou quoi, voyez. Il y a les gens qui m'expliquent qu'ils sont pas assez souples, il y a ceux qui sont trop speed, il y a ceux pour qui c'est trop mou, et tout ça c'est des mauvaises raisons. C'est trop dur, c'est trop dynamique, etc. Mais il faut continuer. Il y a un yoga qui correspond à chacun. Après. Qu'on n'ait pas envie d'essayer, qu'on se dise c'est pas pour moi. Je fais pas du prosélytisme non plus, quoique j'en fais un peu quand même. Non, parce que je pense que le monde ira mieux quand tout le monde fera du yoga. On sera tous plus en paix. Mais il faut en tout cas essayer plusieurs disciplines et plusieurs profs parce qu'il faut vraiment imaginer que c'est une rencontre entre soi et une aventure qu'on démarre. C'est un chemin et on prend pas toujours le bon chemin dès le départ. L'alimentation aussi, c'est très important dans le yoga avec la cuisine ayurvédique. Ça fait partie de l'art de vivre yoga. C'est quoi les principes de cette cuisine ? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Oui, bien sûr. Alors, c'est plutôt dans l'autre sens, en fait. C'est le yoga qui fait partie de l'ayurveda. L'ayurveda, c'est une médecine millénaire. Ça veut dire science de la vie, littéralement. Et dans cette science de la vie, il y a effectivement une partie sur la cuisine, parce que ce sont des recommandations préventives. En Ayurveda, un peu comme en médecine chinoise, on travaille plus sur le préventif que sur le curatif. Et l'alimentation fait partie à part entière de ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Et l'alimentation va fonctionner sur le principe des doshas. Les doshas, ce sont les dominantes énergétiques de chacun. Donc vous allez être avec un morphotype qui va vous inviter plus à manger du sucré ou du salé ou de l'acide ou du basique, etc. Et donc on fait un bilan ayurvédique qui nous permet de déterminer quels sont les aliments qui nous correspondent. C'est devenu très à la mode en France, comme quand on faisait, vous savez, les prises de sang qui nous disaient vous pouvez manger tel type d'aliment, etc. C'est un peu la même chose, mais ça a 4000 ans et non pas 20 ans. Et vous mangez comme ça tous les jours, vous ? Pas du tout. C'est très compliqué la médecine ayurvédique. Non, mais surtout, moi, je ne prétends pas être parfaite et je ne veux surtout pas être. Je ne revendique pas d'être dans le schéma parfait du yoga, mais il n'y en a pas, c'est pas juste. Shiva, qui était le dieu des yogis, et elle ne se lavait pas, elle fumait des pétards et mangeait n'importe quoi. Donc, ça lui a bien réussi. Merci beaucoup, Élodie Garamond, pour cette mise au point concrète sur le yoga. On vous réinvitera parce que je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Avec grand plaisir. Le yoga qui est donc plus qu'un sport, hein. C'est même pas un sport, c'est un art de vivre. Qui séduit de plus en plus de Français. Franchement, on saisit mieux pourquoi à présent. Merci. Oui, merci à vous. On va basculer maintenant vers la dernière séquence de l'émission, notre partie tendance. On va écouter d'abord Nathalie Le Breton, notre Madame Livre Jeunesse. Elle a fait pour nous une sélection de bouquins anti-blues pour nos enfants.
Ensuite, ce sera au tour de Séverine Pierron de nous présenter sa tendance. Elle va nous expliquer ce que sont les finfluenceurs. C'est une contraction de finance et influenceurs et elle va nous décrypter ce monde un petit peu obscur. Enfin, on va finir avec notre spécialiste mode, Sophie Braffman, avec les dernières nouveautés du côté du prêt-à-porter, mais pour les grands-mères. Quels sont les looks de mamie les plus tendances du moment? On va tout vous expliquer sur Europe 1, alors à tout de suite. Bien fait pour vous sur Europe 1.